oratrice, Madame Elsa Schalck, pour le groupe Les Républicains, pour 5 minutes. Allez. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Madame la Présidente de la Délégation aux droits des femmes, Madame la Rapporteure, chers collègues, l'enjeu majeur de l'égalité femmes-hommes est une priorité qui nous concerne toutes et tous, femmes et hommes. C'est un enjeu qui transcende les différents pans de notre société. De nombreuses évolutions, notamment législatives, ont permis des avancées considérables. Mais nous savons combien le combat de l'égalité doit demeurer un combat permanent. D'une part, car rien n'est jamais acquis. D'autre part, car il est indispensable d'accompagner des avancées nouvelles. La proposition de loi relative à l'égalité économique et professionnelle que nous examinons aujourd'hui est un nouveau pas à saluer et j'en remercie son auteure, la députée Marie-Pierre Rixain. Je tiens également à souligner le travail de notre collègue rapporteure Laurence Garnier, qui a contribué, grâce à de nombreuses auditions, à conférer à cette proposition de loi une portée réelle et concrète. Être une femme reste le premier facteur d'inégalité dans l'environnement professionnel. Cette inégalité prend souvent ses racines dès la formation et l'orientation pour se poursuivre dans l'évolution de la carrière. Il y a 10 ans, la loi Copé-Zimmermann était adoptée. Alors qu'en 2011, seuls 15% des femmes siégeaient dans des conseils d'administration, en 2021, cette proportion est désormais de 46%, permettant, et ça a été dit, à la France d'occuper le premier rang mondial. Mais dans le même temps, il ressort d'un récent rapport de la délégation aux droits des femmes du Sénat que la loi de 2011 n'a pas entraîné une féminisation de la gouvernance et de la direction de toutes les entreprises. Le constat est clair. La parité reste limitée dans les conseils d'administration des plus petites entreprises non cotées de plus de 250 salariés. Les femmes accèdent moins que les hommes aux comités les plus stratégiques et les plus rémunérateurs. Et le plafond de verre demeure malheureusement une réalité au sein des comités exécutifs et des comités de direction. Ce constat nous démontre l'utilité des quotas qui, même s'ils demeurent être des outils imparfaits, permettent des changements qui n'auraient pas vu le jour en leur absence. Ce texte que nous examinons prévoit une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les cadres dirigeants des entreprises. Il répond à la fois à une réalité et à un besoin. Je salue son caractère réaliste, ambitieux, équilibré, tant sur le seuil de 1000 salariés que sur les quotas et le calendrier prévu. Inciter les entreprises dans un premier temps plutôt que de contraindre, encourager plutôt que de punir, accompagner les changements plutôt que de les ordonner. Voilà les éléments clés que nous retrouvons dans ce texte. J'aimerais insister sur 2 points qui me paraissent particulièrement importants. Le premier est le rôle clé de l'orientation. Le choix des études et d'un métier reste très sexué, avec 50% de femmes qui se concentrent sur 15% des métiers. Si nous souhaitons demain avoir davantage de femmes cadres dirigeantes, encore faut-il pouvoir les orienter au mieux, les former et les inciter à prendre de telles voies professionnelles. En renforçant l'égalité des chances dans le système éducatif et dans l'enseignement supérieur, ce texte va dans le bon sens. D'ailleurs, de nombreuses initiatives locales existent en la matière, à l'instar du prix régional pour l'égalité femmes-hommes et la mixité des métiers, initié par le Conseil régional du Grand Est. Un second point, lever les freins périphériques pour accompagner les femmes vers l'emploi et le retour à l'emploi, ainsi que parvenir à une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. La question de la formation reste un enjeu majeur. Au terme d'une période de 10 mois après la naissance de leur 2e enfant, seuls 5% des femmes ont eu accès à une formation d'au moins 18 heures. Le sujet de la confiance des femmes à croire en elles-mêmes l'est tout autant. Il est nécessaire d'inciter les femmes à prendre des responsabilités. En cela, je tiens à saluer particulièrement 3 dispositions du texte. L'accès à des dispositifs de formation pour les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, le soutien à l'entrepreneuriat des femmes, mais également l'extension aux familles monoparentales de l'accès à des places en crèche. Madame la rapporteure, je salue la réécriture de l'article 3 bis qui prévoyait la possibilité pour les salariées enceintes de solliciter 12 semaines de télétravail avant le début de leur congé maternité. Je pense que c'était là une fausse bonne idée. Le télétravail doit être un outil au service de l'employeur et du salarié et non un moyen de creuser certaines inégalités.
La nouvelle écriture du texte, qui donne toute sa place au dialogue social au sein de l'entreprise, paraît davantage appropriée. Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous avons un devoir collectif de tout faire pour parvenir à une égalité réelle, pour donner les mêmes chances et les mêmes possibilités aux femmes et aux hommes. C'est ce à quoi nous invite cette proposition de loi en matière professionnelle et économique. Pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, le groupe LR votera pour cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La discussion générale est close. Nous passons